Je vais faire une rapide présentation de qui vous êtes, monsieur le maire. Donc, pour commencer, vous êtes très rapide. Vous êtes un être extrêmement brillant parce que vous avez fait l'ENS, Sciences Po, Paris. Et l'ENA. Vous avez été conseiller de monsieur de Villepin quand il était ministre des Affaires étrangères, sous donc, la présidence de monsieur Chirac. Ensuite, vous avez été ministre de l'Agriculture sous la présidence de M. Sarkozy, dans le gouvernement Fillon 2 et Fillon 3. Et vous êtes aussi député, et vous avez été récemment candidat à la présidence de l'UMP, où votre score a été la véritable surprise de l'élection, parce que vous avez fait 30%, alors que tout le monde pensait qu'un certain Nicolas Sarkozy allait facilement gagner l'élection. Donc pour la conférence de ce soir, on a décidé de diviser la partie questions en 4 thèmes. Donc le premier thème, c'est l'éducation. Le second sera l'agriculture. Le troisième thème sera la question des réfugiés et la question de la situation au Moyen-Orient, et donc avec le thème de Daesh, sur lequel vous êtes exprimé récemment. Et le dernier thème sera votre vision pour le renouveau en 2017, qui est accessoirement le nom de la conférence d'aujourd'hui. Donc je vais laisser donc mes camarades vous poser les questions pour ce soir. Je vous souhaite à tous une excellente conférence. Merci. Donc premier thème, éducation. Comment parler d'éducation sans aborder la réforme des collèges? Vous m'entendez? Non. Comment parler d'éducation sans aborder le thème de la réforme des collèges? Donc ce sujet a été l'objet de polémiques et a inondé la scène médiatique. Vous êtes un des acteurs principaux de ce débat. Que pensez-vous de la réforme des collèges? Quelles sont les bonnes et les mauvaises idées de cette réforme? D'abord, je vous redire tout le plaisir que j'ai d'être avec vous. Je préfère être debout, parce que j'ai été assis pendant 2h20, comme je vous l'ai dit, donc je vais me dégourdir les jambes, ça me fera du bien. Donc merci d'être venus aussi nombreux. C'est très important pour moi de pouvoir échanger avec vous aujourd'hui. Et puis je peux vous dire que vous pouvez être très fiers d'appartenir à cette école de Sciences Po Lille, qui est une magnifique école. Ça vaut bien Sciences Po Paris. Moi, j'ai jamais cru à ces différenciations géographiques. L'important, c'est que vous soyez à Sciences Po. J'espère qu'il n'y en a pas trop qui veulent faire l'École nationale d'administration dans cette salle, sinon je me charge de les dissuader d'ici la fin de notre rencontre. Et je vais vous dire à quel point cette école prépare de très très brillantes carrières, parce que vous avez ici un futur président de la République. C'est pas moi, c'est Gérald Darmanin, qui est au premier rang, député maire de Tourcoing. Vous pouvez applaudir, parce que je peux vous dire que son parcours politique est sacrément impressionnant. D'ailleurs, pour tous ceux qui me disent « Tu devrais attendre 2022, t'es trop jeune », d'abord, j'ai 46 ans bien sonné. Puis ensuite, quand je vois la relève qui arrive derrière moi, t'as quel âge toi, Gérald? 33. 33. À attendre que des gars comme Gérald Darmanin arrivent derrière vous, il faut quand même être totalement cinglé. Donc il vaut mieux se précipiter parce qu'il y a toujours une relève, et elle est de qualité parce qu'elle a été formée à Sciences Po. Alors oui, la question de l'éducation, c'est une question clé. Je pense que la question principale, c'est de savoir où on veut emmener la nouvelle génération. Qu'est-ce qui permettra à chacun de trouver sa place dans la société française? Et moi, le diagnostic que je porte, c'est qu'on fait une erreur depuis une trentaine d'années. C'est qu'on a absolument voulu orienter tout le monde vers une seule voie. La voie générale, que vous avez suivie, l'université, le baccalauréat avant, et les études les plus longues possibles. Et derrière cette conception, il y a une idéologie toute simple. C'est que si on ne fait pas des études longues, dans le fond, on est asservi aux patrons, aux chefs d'entreprise, à la vie économique. Et on a emmené tous les enfants de France dans cette voie-là, qui est la voie générale, baccalauréat, université. Je pense que le grand défi aujourd'hui, c'est d'élargir les voies de recrutement, d'élargir les voies d'accès à la vie active, et de faire comprendre à tous les jeunes que la voie générale, c'est très bien, mais la voie professionnelle, c'est tout aussi bien. Que faire Sciences Po Lille, c'est parfait, mais que l'apprentissage, ça peut être aussi une voie tout à fait intéressante et une voie d'avenir et d'excellence pour nos enfants. Pour moi, c'est ça la clé. C'est qu'on élargisse la reconnaissance des talents, qu'on arrête de trier comme on le fait,
mais qu'on valorise les talents de chacun. Qu'on arrête de sélectionner systématiquement, mais qu'on puisse donner sa chance à chaque forme d'intelligence, chaque forme de talent, chaque forme de goût, de désir qui peut s'exprimer chez un enfant quand il rentre au collège. C'est ça, pour moi, le défi principal de la société française, qui est une société qui exclut au lieu de faire une place à chacun. Une société qui trie au lieu d'être capable de dire « t'as un talent dans tel domaine, c'est formidable et tu vas arriver à le réaliser ». Tout ce que je vois en France, de gens qui réussissent, qui se sont épanouis dans leur activité, c'est tout simplement qu'ils font le boulot qu'ils aiment. C'est pas compliqué. Réussir dans la vie, c'est pas faire ce qu'on vous dit de faire. C'est pas faire ce qu'on vous dit qui est bien de faire. Réussir dans la vie, c'est faire ce qu'on aime faire. Ni plus, ni moins. Quand vous allez à Concarneau visiter les chantiers Piriou et vous avez un chef de chantier qui a 30 ans, qui a commencé dans ce chantier à 20 ans comme soudeur, et qui vous dit après, je suis devenu chef d'atelier, c'est moi maintenant qui dirige la réalisation de toutes les coques dans ce chantier naval, il est heureux, il est content. Quand vous voyez le responsable des boulangeries Paul, qui était boulanger au départ, qui a fait de l'apprentissage, et qui dirige aujourd'hui les plus belles chaînes de boulangerie françaises et européennes, il est heureux, il fait ce qu'il voulait faire, il s'est réalisé dans son métier, et il a probablement mieux réussi que tous ces étudiants qu'on a envoyés étudier la sociologie à Nanterre 3, qui en sortent avec un diplôme qui vaut rien, et qui se retrouvent payés le SMIC après 5 années d'études. Donc c'est ça la vision que je défends. Passer d'une société qui trie à une société qui valorise. D'une éducation qui trie à une éducation qui reconnaît les talents de chacun. Et c'est à partir de là que j'ai proposé, effectivement, qu'on mette en place un collège diversifié, avec des options dès la 6e dans tous les domaines possibles, qui permettent à chacun de voir ce qu'il aime faire. Est-ce que vous aimez dessiner? Tant mieux, c'est très bien d'aimer dessiner. Vous n'êtes pas bon en mathématiques et vous savez dessiner. C'est parfait. Il vaut mieux être Picasso qu'un vague professeur de mathématiques dans un collège difficile. Je dis ça sans mépris pour les enseignants qui sont dans cette salle. Mais très franchement, c'est très bien de savoir dessiner. Pourquoi est-ce qu'on expliquerait que c'est pas bien? Vous aimez la mécanique. Vous faites une option de mécanique en 6e. Ben, c'est parfait, il y a plein de métiers. De l'aéronautique jusqu'au transport ferroviaire, jusqu'à l'industrie automobile qui vous offriront des très très belles carrières. Mais disons, un gamin qui aime la mécanique en 6e, tu t'éclates dans la mécanique, tant mieux. Le tout, c'est que chacun trouve ce qui lui plaît. Parce qu'aujourd'hui, le système, c'est un système dans lequel il y a ceux qui correspondent au moule, tant mieux pour eux, ils vont très bien réussir. Et puis ceux qui ne correspondent pas, on les met sur une voie de garage. Et puis arrivé à la fin de la 3e, il y a le conseil de classe, et puis on trie les élèves. Tous ceux qui ont moins de 8 de moyenne, la voie professionnelle. Tous ceux qui ont plus, la voie générale. Et on fait bien comprendre à ceux qui vont dans la voie professionnelle que tu as bien raté. Tu as 15 ans, tu as 16 ans, tu as déjà raté ta vie, tu n'as pas été assez bon, tu vas dans la voie professionnelle. Mais pour démarrer dans la vie, c'est super. Franchement, pour vous démoraliser, vous décourager et vous dévaloriser, il n'y a rien de pire. Donc je ne veux plus du collège unique, et je veux d'un collège diversifié qui permette à chacun de trouver son talent. La deuxième chose qui me paraît essentielle dans cette réforme de l'éducation, c'est qu'on défende ce qui est à la base des savoirs et de l'intelligence. Vous ne pouvez faire le collège diversifié à partir de la 6e que si, avant, vous avez garanti à tous les enfants français qu'ils maîtriseront les savoirs fondamentaux qui permettent de réussir dans la société française. Et pour moi, le premier des savoirs fondamentaux, c'est la langue française. Un gamin qui arrive en 6e, qui ne comprend pas le français, qui ne sait pas s'exprimer en français, lorsqu'il lit, il n'arrive pas à comprendre ce qu'il lit. Lorsqu'il écrit, il n'arrive pas à faire une seule phrase correcte. Sujet, verbe, complément, il ne sait pas faire. Vous avez des dizaines de milliers d'enfants qui arrivent en 6e, ils ne savent pas faire sujet, verbe, complément. Un livre, vous pouvez le mettre dans n'importe quelle voie professionnelle, générale, il foirera. Quoi qu'il arrive. Parce qu'il n'a pas le bagage indispensable pour réussir dans une société où on doit maîtriser la langue du pays. Donc le deuxième aspect qui me paraît absolument prioritaire, c'est qu'on mette le paquet sur le primaire, qu'on mette le paquet sur l'apprentissage de la langue française, et qu'on remonte à la racine du problème. Je vous parle du primaire, on peut aussi parler de la maternelle. À la fin de la maternelle, il y a des gosses, ils maîtrisent 1400 mots de vocabulaire. Il y en a d'autres, ils en maîtrisent 300. Après, vous ne rattrapez plus.
Vous ne pouvez plus rattraper. Entre celui qui a 300 mots de vocabulaire à la fin de la grande section de maternelle et celui qui en a 1400, ben c'est déjà tracé d'avance. Et moi, je trouve ça profondément injuste. Profondément injuste. De se dire qu'il y a des gosses, ils partent avec le bon bagage, le bon savoir, le vocabulaire pour réussir leur scolarité, et puis d'autres, parce qu'on ne les a pas suivis, parce qu'on n'a pas fait attention à eux, parce qu'on ne les a pas rattrapés au bon moment, c'est-à-dire quand ils étaient en fin de grande section de maternelle, on apprend les savoirs fondamentaux, la structure du langage, les mots de vocabulaire essentiels. Ben, si on ne les a pas repérés suffisamment tôt, qu'on n'a pas fait attention suffisamment tôt, ils vont traîner ce retard comme un boulet pendant toute leur scolarité. Donc il faut aussi mettre le paquet sur l'apprentissage des savoirs fondamentaux dès la grande section de maternelle. Donc voilà l'idée que je me fais d'un bon système éducatif. C'est un système qui, dès le départ, garantit les mêmes chances à chacun. Ce n'est pas l'égalité pour tous, c'est les mêmes chances pour chacun. Un système qui garantit l'apprentissage des savoirs fondamentaux au primaire, pour qu'à l'entrée au collège, il n'y ait pas de gosse qui soit complètement largué. Et enfin, un système éducatif qui reconnaît le talent de chacun au lieu de trier les intelligences en fonction d'une norme qui ne correspond pas à tout le monde. Je vais vous faire une confidence pour terminer. Moi, j'ai toujours été nul en maths. J'ai souligné que j'avais fait des études brillantes. Mais contrairement à ce qu'on pourrait croire, ça n'a pas été si facile que ça. Parce que quand on est nul en maths, mais nul, vraiment nul, il n'y a pas le mec qui est mauvais, le mec qui est très mauvais. Et vous êtes dans un système qui sélectionne par les mathématiques, ce qui est le système français. Pour affirmer votre talent, qui est le français, l'histoire, la philosophie, tout ce qui est sciences humaines, c'est extraordinairement difficile. Parce qu'on vous trie par les maths, alors que vous êtes bon en français. C'est très compliqué d'arriver à infléchir les choses. Enfin, moi, je pense au gamin qui n'est bon ni en maths ni en français, mais qui est bon avec ses mains, son savoir manuel et d'autres formes d'intelligence. Ben, pour lui, c'est encore 1000 fois plus difficile. Parce que notre système éducatif ne lui fait aucune place. Et qu'immédiatement, il l'ostracise en disant « Toi, tu n'as pas ta place dans notre modèle éducatif. C'est con pour toi, mais c'est comme ça. » Et ben, on ne peut pas garder un système qui exclut. Moi, je veux un système qui reconnaît les talents de chacun et qui est capable tout simplement de tirer le meilleur de chaque élève français. Merci. On va passer au second thème, qui est l'agriculture. Est-ce que vous avez des questions, simplement? Parce que si vous ne posez pas de questions, vous savez, il y a que moi qui vais parler, et ça ne va pas être intéressant. Des questions, des remarques? Oui. On va faire juste une question après, et ensuite on partira sur des questions. J'ai trouvé plus autoritaire que moi, c'est pas mal. Alors, est-ce que, plutôt qu'une question de réforme du système, c'est une question de mentalité essentiellement des parents qu'il faudrait changer? Parce que même si on fait un système à double entrée générale et plus professionnel, est-ce qu'on n'aura pas des parents qui ne voudront pas envoyer leurs enfants dans le professionnel parce que ce sera considéré comme des pharmaciens bouffons, comme peut être vu la haine dans le système général? Alors si, c'est une question de mentalité, ça vous avez parfaitement raison. Mais ce n'est pas qu'une question de mentalité des parents. Et je pense que la grande bataille qui se joue pour les années à venir en France, sur tous les sujets, c'est une question de mentalité, c'est une question de culture. Et c'est pour ça que je suis content de m'adresser à vous, parce que la mentalité, la culture de demain, c'est vous qui la ferez. Beaucoup plus que moi. C'est vous qui la ferez. C'est vous qui direz ce que vous voulez pour le pays. Et s'il y a bien un message que je vais vous faire passer aujourd'hui, c'est soyez libres. Faites ce qui vous semble bon, ce que vous avez au fond de vous. Pas ce qu'on vous dit de faire, ce que vous voulez faire. Pas ce que vos profs vous disent de faire, ou ce que vos parents vous disent de faire. Ce que vous portez au fond de vous comme ce qu'il y a de plus important, de plus essentiel. Et c'est comme ça que vous y arriverez. C'est ça le changement de mentalité le plus important en France. Que chacun se sente libre. Nous sommes un pays qui commence à devenir un pays d'esclaves. Les esclaves, c'est ceux qui se soumettent aux autres. Eh bien, moi, je veux que la France soit un pays de citoyens libres, qui font ce qui leur semble bon, dans le respect des règles de droit, des règles de vie en commun, bien entendu, mais en affirmant haut et fort cette liberté.
Il y a la mentalité des parents. Oui, mais les parents, qu'est-ce qu'ils font? Moi, j'ai 4 enfants. J'ai envie qu'ils réussissent. Donc, dès la classe de maternelle ou des primaires, je commence à être inquiet parce que je me dis, ah, mais ils n'ont pas les bonnes notes dans les bonnes matières, ils ne vont pas être dans le bon établissement, ils ne vont pas pouvoir faire le bon cursus scolaire. Et comme il n'y a qu'un seul cursus, forcément, moi-même, je respecte ce qui m'est imposé alors que je ne suis pas convaincu par ce système. Les profs, eux aussi doivent changer de mentalité. Eux aussi doivent être capables d'accepter que la vie active rentre dans le système éducatif. Eux aussi doivent sortir de cette logique qui reste la logique de certains, qui est de considérer que tout travail est une forme d'aliénation. Et que quand on travaille dans une entreprise, on est forcément aliéné au chef d'entreprise. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Là aussi, chacun doit être capable d'évoluer et de changer. Et puis les élèves eux-mêmes, à nous de leur montrer que c'est à eux de savoir aussi s'exprimer sur ce qu'ils veulent, sur ce qu'ils attendent, sur ce dans quoi ils voudraient réussir. L'éducation, c'est un mélange d'autorité indispensable pour fixer des limites, mettre des bornes, dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Et on assume cette autorité, moi je l'assume totalement. Et en même temps, de capacité à déceler le talent de chacun. Savoir qu'est-ce qui fait grandir un enfant. Qu'est-ce qui fait qu'il se sent bien ou qu'il se sent pas bien? Ça se voit tout de suite. Un enfant qui se sent pas bien parce qu'il ne comprend pas, parce qu'il bute sur des savoirs qu'il ne maîtrise pas, parce qu'il voit qu'il est largué, immédiatement il devient agressif, violent, distrait, indiscipliné. Tout le rôle de l'éducation, c'est pas d'essayer de le redresser par la force, c'est essayer de comprendre ce qui se passe, de repérer le talent de chaque enfant et de lui permettre de réaliser ce talent et de l'exprimer. Effectivement, vous avez parfaitement raison, c'est un changement de mentalité complet. Mais c'est ce changement de mentalité-là qui permettra de tirer le meilleur possible de chacun de nos enfants et de notre modèle éducatif. On va prendre une deuxième question. Parce que je pense que le système éducatif, ça vous intéressera peut-être plus que l'agriculture. Non? Bonsoir. Je voulais savoir concrètement au niveau du primaire, je pense que le constat est sans appel, certes il y a des enfants qui rentrent en 6e sans avoir les savoirs fondamentaux, mais qu'est-ce que vous préconisez comme solution concrète au niveau du primaire et de la maternelle pour que tous les enfants puissent rentrer au collège en ayant tous les savoirs fondamentaux? Alors ce que je préconise sur la maternelle, c'est très simple. Vous faites passer un certain nombre de tests aux enfants qui sont en dernière section de maternelle, à l'entrée de la dernière section de maternelle, et vous regardez la maîtrise du vocabulaire. Uniquement la question du français et du vocabulaire. Les gamins qui ont du retard en termes de vocabulaire, c'est très simple de savoir le nombre de mots que maîtrise un gamin à la fin de la grande section de maternelle, ça se repère très rapidement. Celui qui a vraiment du retard, maîtrise que 400 ou 500 mots, il doit avoir un accompagnement personnalisé pour rattraper ce retard. En accord avec les parents. Parce que très souvent, évidemment, on s'aperçoit que c'est les enfants de parents qui ne maîtrisent pas bien, voire pas du tout le français. Donc après, vous pouvez toujours parler d'intégration. On ne s'intègre pas à un pays dont on ne maîtrise pas la langue. Et en revanche, vous pouvez être d'origine étrangère. Si vous maîtrisez parfaitement la langue, qui est la langue française, ben vous pouvez non seulement vous intégrer, mais réussir mieux que n'importe quel autre Français. C'est ça qui fait la force de la France. C'est pour ça que j'ai dit ce matin que la France n'était pas une race. La France, c'est une langue, c'est une culture, c'est des principes, c'est l'égalité entre les hommes et les femmes, c'est la laïcité, c'est aussi la foi ancrée au fond de nous que nous sommes un grand pays, un pays singulier, un pays pas comme les autres. Et c'est pas une race, la France. Et je vous recommande de lire les tweets envoyés ce matin à Gérald Darmanin, parce que je les partage à 1000%. Si la France est une race, Léopold Sédar Senghor, qui écrit mieux le français que vous et que moi, n'est pas français. Si la France est une race, Aimé Césaire, qui a écrit mieux que jamais, ni vous, ni moi ne pourrons écrire le français, plus puissamment, plus violemment, avec plus de force, avec plus d'enthousiasme, n'est pas français. Il faut toujours aller au bout des raisonnements qu'on fait en politique. Toujours. Ensuite, sur le primaire, moi, la proposition,
c'est tout simplement de renoncer à un certain nombre d'options et de recentrer le primaire sur l'apprentissage des savoirs fondamentaux. On est passé en 20 ans de 15 heures d'apprentissage du français à 9 heures. Alors j'ai vu que Najat Vallaud-Belkacem proposait de remettre des heures, je demande de voir si ce sera la réalité ou pas, mais si jamais elle tient parole, c'est-à-dire rajouter 10 heures d'apprentissage du français par semaine au primaire, j'applaudirai des deux mains, parce que je pense vraiment que c'est la bonne formule et la bonne solution. Il est indispensable de faire des choix. Ce que n'aime pas faire les politiques français, c'est des choix. Pas faire la politique politicienne, mais j'ai un exemple haut placé en tête. Les hommes politiques français n'aiment pas décider. Moi, j'aime bien décider. C'est pour ça que je fais ce métier. Parce que j'aime les gens et parce que j'aime bien décider. Et bien décider, c'est trancher, c'est accepter d'avoir des gens en désaccord avec vous. J'estime qu'au primaire, il faut savoir renoncer au numérique, au codage. J'y crois pas du tout à ces trucs-là. Pas du tout. On a rajouté ces heures, j'y crois pas. Je vais vous dire pourquoi j'y crois pas. C'est que mes gamins, ils sont déjà beaucoup plus doués en codage, en numérique, en maîtrise des tablettes, en tout ce que vous voulez que moi. Ils n'ont pas du tout besoin qu'on leur apprenne ça à l'école. Ils l'apprennent spontanément, naturellement. En revanche, le français, ils ont besoin que l'école leur apprenne, parce que personne d'autre ne leur apprendra. Et que si l'école ne leur apprend pas, ils ne le sauront pas. L'école n'est pas là pour vous accoutumer à une modernité qui de toute façon rentre par toutes les fenêtres et toutes les portes, et c'est tant mieux. L'école est là pour vous donner des apprentissages fondamentaux que personne d'autre ne vous donnera. Donc j'assume totalement de dire le numérique, le codage, vous retirez de l'école parce que je pense que vous pouvez l'apprendre autrement, différemment et ailleurs. En revanche, compter, lire, écrire, c'est les savoirs fondamentaux qui doivent avoir la priorité absolue au primaire. Merci. On va switcher sur le passage de l'agriculture parce que j'ai pas envie de vous ennuyer. Bonne idée. Du coup, on va passer à votre thème favori, le renouveau. Allez-y, allez-y. Bonsoir. Allez, prenez un micro. Non, il vaut mieux que vous preniez un micro, je vous garantis. Je me faire bâcher par Bruno Le Maire, je pensais pas ça vendredi en ce matin. Merci. Je suis pas là pour vous bâcher, je vous donne juste un conseil. Je plaisante. Mais déjà, merci pour avoir dit que la France n'est pas une race. C'est un plaisir de voir que dans votre parti, on n'est pas tous sur le même niveau intellectuel que Nadine Morano. Et ça rassure. Déjà. Deux petites remarques et une question. Déjà, première remarque, je me suis un peu sensibilisé parce que je suis diplômé en sociologie. Et en plus, c'est une chose rare, je veux dire, quasiment incroyable, j'ai trouvé un emploi. Comme quoi, même si vous êtes diplômé, vous avez la chance de trouver un emploi malgré un diplôme qui peut servir à rien. Tout est possible, vous inquiétez pas. Et deux petites questions. Vous nous avez parlé du fait qu'il fallait un grand changement de mentalité, aussi bien chez les élèves que chez les professeurs, aussi bien c'est une vraie volonté politique à changer un collège unique, je veux dire qui a déjà été amorcé peut-être par Najat Vallaud-Belkacem et peut-être par la droite en 2017 si votre parti arrive au pouvoir. Mais qu'en est-il du financement de celui-ci? Parce que malgré tout, c'est quand même quelque chose d'important. On a vu qu'il devait y avoir une réforme de 60 000 nouveaux professeurs qui arrive à peine à 20 000. Est-ce que c'est à cause de la droite ou de la gauche? Je n'en suis pas sûr. Est-ce que c'est un défaut de financement? Donc c'est cette première question. Deuxième question, vous avez parlé des talents. C'est un très très beau discours, d'ailleurs j'avais vraiment envie d'y croire. Vous avez peut-être compris que je ne l'ai pas totalement cru. Comme quoi tous les talents se vaudraient, se valent. Alors qu'en est-il de la spécificité française des grandes écoles? Si tous les talents se valent, pourquoi quand on a le talent, vos talents d'ailleurs, de philosophie, de français, de sociologie, d'histoire, on bénéficie, quand on est les meilleurs, d'entrer dans les grandes écoles comme Sciences Po, l'EDEC, l'ENA, tout un sorte de grandes écoles, et qui laissent à penser que certains talents valent plus que d'autres. Voilà. Merci à vous. Merci beaucoup. D'abord, pardon pour la sociologie, je vais vous dire, c'est une règle en politique. Vous pouvez être au fin fond de la Bretagne, vous dites une connerie sur les commissaires-priseurs de Corrèze, pas de bol pour vous, dans la salle, il y a toujours un commissaire-priseur de Corrèze. C'est comme ça. Donc on peut réussir en sociologie, bien entendu, et il y a des grands noms de sociologie qui viendraient démentir ce que je dis. Simplement, la proposition que j'ai faite, c'est qu'à l'entrée d'une filière, à l'université, on affiche maintenant le taux d'employabilité. Parce que je ne trouve pas normal qu'un gamin qui rentre à l'université ne sache pas, alors, ça peut être de la sociologie, ça peut être de l'histoire, ça peut être du français. Moi j'ai été prof de français pendant 2 ans, à Lyon 2. J'avais 60 gamins devant moi
à qui j'enseignais la littérature, quand je voyais leur niveau de français, je me disais, mais qu'est-ce qu'ils foutent là? Qui les a envoyés là? Qui les a envoyés là? Qui leur a dit et qui leur a fait croire qu'ils allaient avoir un bon diplôme, qui allait leur donner un bon boulot? La seule chose que je demande, c'est la transparence et l'information. Vous voulez faire sociologie, ça peut conduire à des choses merveilleuses. Vous devez juste savoir que le taux d'employabilité dans telle filière, dans telle fac, est de temps. Parce que quand je vois des CFA, des centres de formation des apprentis, en mécanique, je l'ai visité un il n'y a pas très longtemps près de Metz, taux d'employabilité à la sortie, 95%. Niveau de salaire moyen, 2500 €. 750 places vides. Pas pourvues. Pas pourvues. Et en revanche, à l'université de Metz, dans des filières où le taux d'employabilité doit être de 10 ou 15%, des amphis archi-combles. La politique, à un moment donné, c'est quand même d'essayer d'améliorer la situation des gens et faire en sorte que ça aille mieux. Le minimum qu'on puisse faire, à mon sens, c'est d'informer les gamins, voilà, telle filière, le taux d'employabilité à la sortie, vos chances de trouver un emploi. C'est, à mon sens, le minimum que l'on puisse faire. Ensuite, sur la question des moyens financiers. Je me garde bien d'annoncer des grandes réductions de déficit ou de dette chiffrées ou de présenter un grand projet économique tout ficelé avant de savoir exactement quelle va être la situation économique du pays dans quelques mois. On me le reproche parfois, mais j'assume totalement ce choix. Je me garde bien de promettre des baisses d'impôts massives en achetant les voix et en disant nous baisserons les impôts de 50, 100 ou 150 milliards d'euros, alors que nous savons que nous aurons à réinvestir dans un certain nombre de domaines. Il faudra remettre de l'argent dans la justice. Si vous voulez que les affaires soient traitées rapidement, que les actes de délinquance soient traités rapidement, sanctionnés rapidement, il faut des moyens pour la justice. Et il suffit d'avoir un tout petit peu circulé en France, d'avoir visité un tribunal de grande instance, avec les centaines et les centaines de dossiers en souffrance, pour comprendre que si on veut que ça aille plus vite et que nos paroles soient conformes à nos actes, il faudra donner à la justice des moyens supplémentaires. Il faudra des moyens supplémentaires pour la police. Il en faudra pour nos armées, parce que les menaces n'ont jamais été aussi importantes, et que si on veut se protéger, il faut bien que nos armées aient les moyens de nous protéger. Et pour l'éducation, il y aura effectivement un choix à faire. Moi, le choix que je fais, que je propose, c'est d'avoir un corps unique d'enseignants pour toute la scolarité obligatoire, où il n'y a pas les professeurs des écoles qui travaillent 27 heures, les certifiés qui travaillent 18 heures, et les agrégés qui travaillent 15 heures. Parce que c'est le cas aujourd'hui. Et nous sommes le seul pays au monde où vous pouvez avoir les mêmes élèves dans la même classe, mais celui qui est certifié fera 18 heures et celui qui est agrégé fera 15 heures. Ça n'a pas de sens. Donc je propose que tout le monde soit ramené à 22 heures pour la scolarité obligatoire. Je propose que les agrégés n'enseignent qu'au niveau du lycée, pas avant, parce que sinon ils sont surqualifiés par rapport aux élèves qu'ils ont en phase 2. Et rien qu'avec cette mesure, vous pouvez remettre le budget à l'équilibre. Ensuite, il faut des moyens supplémentaires pour accompagner, pour les élèves en grande difficulté, pour faire de l'accompagnement personnalisé. Moi, je suis prêt à tout regarder parce que la question éducative est à mes yeux une question prioritaire. Mais je ne remettrai pas de moyens dans l'éducation nationale, je n'en remettrai pas, s'il n'y a pas du côté du statut des professeurs et des décharges horaires des professeurs des évolutions. Ça n'est pas possible et ce serait irresponsable de vous dire le contraire. Ensuite, sur les talents, vous avez raison, je n'ai pas la prétention de changer ça du jour au lendemain, mais je pense que la politique, c'est pas des leviers, des manettes, des boutons que vous avez entre les mains, vous appuyez, il se passe quelque chose. J'ai suffisamment d'expérience de pouvoir pour mesurer à quel point aujourd'hui, quand vous appuyez sur un bouton, il ne se passe pas grand-chose. La politique, c'est la capacité à rassembler les gens. C'est la capacité à donner de la reconnaissance à chacun. Je pense que c'est aussi ce qui se joue dans les années qui viennent. Comment est-ce que la droite peut tenir des discours qui reconnaissent la valeur de chacun, qui soient capables non pas de pointer du doigt, de stigmatiser, mais de reconnaître le talent de chacun pour que chacun se sente valorisé. C'est extrêmement important à mes yeux. Qu'on ne dise pas que celui qui a fait une grande école est forcément quelqu'un de formidable et que celui qui a fait un CAP de boulangerie ne vaut rien. Parce que pour moi, l'un vaut exactement l'autre. Et qu'un homme politique de premier plan le dit, je continue à penser
que ça pèse sur la société française, ça peut compter dans la société française. Quant aux grandes écoles, ma proposition est très simple. On ne réserve pas aux étudiants issus des classes préparatoires la possibilité de présenter les concours des grandes écoles. Les grandes écoles, ça marche. Je ne vais pas les supprimer. En revanche, je veux que le recrutement soit le plus large possible. Si vous êtes en fac, au niveau master, on doit vous donner la possibilité d'avoir une formation particulière pour intégrer la grande école que vous souhaitez. Que ce ne soit pas le monopole des grandes classes préparatoires d'un certain nombre de grands lycées des grandes villes françaises. Après, vous bossez, vous avez le talent, vous rentrez. Vous ne bossez pas, vous n'avez pas le talent et vous n'avez pas de données de mal suffisant, vous ne rentrez pas. Mais au moins qu'on ne cloisonne pas. Il y a ceux qui sont à la fac, ceux qui sont en classe prépa, et les uns et les autres ne se recoupent pas. Et dernière chose très particulière, mais à laquelle je suis très attaché, le recrutement de la fonction publique. Nous ne pouvons pas continuer avec une école nationale d'administration où à la sortie, parce que vous avez bien réussi un concours, bien réussi une épreuve pendant votre année scolaire à l'ENA, vous êtes sorti bien classé, vous choisissez un grand corps, alors que vous ne correspondez pas forcément aux attentes de ce grand corps, et puis pendant 30 années ou 40 années de votre vie, vous allez être tranquille, même si vous êtes mauvais, vous réussirez, vous serez tout en haut. Vous sortez au Quai d'Orsay, à 20 ans, parce que vous avez bien travaillé à l'ENA, mais vous pouvez être la dernière des billes et le plus mauvais diplomate du monde, vous finirez ambassadeur. Ça, c'est ce que j'appelle la France des privilèges. La France de l'Ancien Régime, où les titres scolaires ont remplacé les titres nobiliaires. Eh bien, nous sommes une démocratie, nous ne sommes pas une monarchie. Et je refuse que les titres scolaires remplacent les titres nobiliaires. Donc je fais deux propositions très concrètes. Pas la suppression de l'ENA, parce que très franchement, ce serait un peu démago, et qu'à la sortie, vous risquez d'avoir pire que le remède. Mais je fais deux propositions très concrètes. Aucun élève de l'ENA ne peut sortir directement dans un grand corps de l'État, inspection des finances, Conseil d'État, Cour des comptes, conseiller des affaires étrangères. Aucun. Il doit attendre d'avoir passé 10 ans dans la fonction publique et d'être le meilleur dans ses fonctions pour pouvoir rentrer dans un grand corps de l'État. 10 ans après sa sortie de l'école. Première proposition. Deuxième proposition, c'est l'administration qui choisit ses profils et pas les élèves de l'ENA qui choisissent eux-mêmes l'administration dans laquelle ils veulent aller. Parce que moi, je connais aucune boîte qui se voit imposer son recrutement. C'est les boîtes qui choisissent ceux qu'elles veulent avoir avec eux. Eh bien, je ne vois pas pourquoi il en irait différemment dans l'administration. C'est à l'administration de choisir ses élèves et pas aux élèves de l'ENA de choisir l'administration dans laquelle ils veulent travailler. Changer ces deux choses, et je peux vous dire déjà que dans le recrutement des hauts fonctionnaires, vous verrez des changements très profonds.